Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et nous sommes avec Thierry Merle, co-auteur avec André Touboul du Guide des perplexes et des égarés à l'usage du citoyen d'aujourd'hui aux éditions du Passeur. Bonjour Thierry Merle. Bonjour. Alors, Thierry Merle, il fut un temps où Thierry Merle et André Touboul ne s'appelaient pas Thierry Merle et André Touboul. Non qu'ils avaient honte de leur nom et de leur prénom, mais ils s'appelaient Simplicius et Guillon. Et ils avaient écrit un livre qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque. C'était les 5000 fortunes et faillites de l'élite française il y a 6 ou 7 ans. Et en 2020, on les avait reçus pour, effectivement, sans pseudonyme cette fois-ci, avec cette audace qui les caractérise. Ils avaient dit, allez, nous allons parler. Et ils ont publié aux éditions du Passeur La trahison des invisibles, Emmanuel Macron contre l'État profond. Alors, est-ce qu'il est toujours contre l'État profond? On le verra. Et là, André Touboul et Thierry Merle viennent de publier un livre très drôle, très amusant, vraiment, que je recommande. Ça s'appelle « Guide des perplexes et des égarés à l'usage du citoyen d'aujourd'hui ». Et c'est vrai, comment ne pas être perplexe, comment ne pas être égaré avec ce qui se passe aujourd'hui? C'est quand même assez terrifiant. Et alors, je voudrais juste, Thierry Merle, commencer par la fin, non pas la fin, mais une annexe, le vocabulaire citoyen. C'est-à-dire que vous entendez tous les jours, auditeurs de Sud Radio, vous entendez à la radio, à la télévision, partout, sur les réseaux sociaux. Par exemple, eh bien, pour la pandémie, vous voyez, eh bien, par exemple, un mot comme argent magique. Ben, il n'y en avait pas, jusqu'à ce qu'on en trouve pour la pandémie. C'est ça, la magie. Voilà. Vous vous rappelez, il n'y avait plus d'argent, et puis après, 300 milliards ont été dépensés depuis 2 ans, mais c'est formidable. Et puis, attestation de sortie, faux en écriture, bien sûr. Big Pharma, gros profiteur, évidemment. Chef de service hospitalier, alors c'est intéressant, parce qu'on les voit beaucoup à la télévision, les médecins de plateau. Personne qualifiée qui aurait mieux à faire que de perdre son temps à la télé, puisque l'on manque de personnel qualifié. Allons, Thierry Merle, qu'est-ce que ça veut dire? Leur boulot est d'être à la télé. Maintenant, vous faites le 15, eh bien, vous tombez sur la télé. C'est comme ça, voilà, c'est nouveau. Complotisme, complot de ceux qui dénoncent le complot universel, comme c'est vrai. Et comme ça, il y en a des tas, et vraiment très amusant, très drôle. Et par exemple, je dirais, par exemple, principe de précaution, quand prudence est mère de l'inaction. Comme c'est vrai, je pourrais en lire pendant des heures, mais je voudrais justement que l'on parle du fond du livre avec Thierry Merle. Alors, ce guide des perplexes et des égarés à l'usage du citoyen d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez leur dire aux citoyens d'aujourd'hui? Eh bien, on veut leur dire... D'abord, je ne sais pas si je vous ai dit bonjour, donc bonjour André, et merci de m'accueillir ici, c'est très agréable. Donc du coup, le livre a pour objectif d'essayer de faire évoluer la réflexion finalement de nos concitoyens sur un slogan qui maintenant circule partout, qui est de dire aux gens indignez-vous. Et donc, on voit des gens s'indigner. C'était le best-seller de Stéphane Hessel, voilà, il y a 20 ans. Exactement. Donc, on dit aux gens, indignez-vous. Et nous, on dit, finalement, c'est peut-être pas ça qu'il faut faire, parce que l'indignation, c'est quand même qu'une émotion. Et donc, on vit dans une société qui est complexe, qui nécessite des réflexions profondes sur des sujets difficiles. Et nous, on dit que le citoyen, finalement, il ferait peut-être mieux de d'abord penser, c'est-à-dire de se donner le mal de réfléchir, finalement, à des situations complexes, dont ils prennent parti ou pas en fonction d'émotions et non pas de réflexion profonde menée sur les sujets. Disons la raison. Revenons à la raison. Revenons à la raison. Voilà. Parce que finalement, nous pensons que le citoyen, son devoir, c'est quand même d'abord de comprendre dans quel monde il se situe, dans quel monde il vit et dans quel monde il veut aller. Alors justement, de ce point de vue-là, donc vous déjà vous nous faites travailler, vous nous disiez penser, franchement, on n'a pas autre chose à faire que de penser. Enfin, justement, il y a des gouvernants qui pensent pour nous, c'est ce qu'ils veulent d'ailleurs. Mais exactement. Rentrons dans le vif du sujet. Penser à quoi, faire quoi? C'est-à-dire, on voit très bien la situation, on va pas la redire, on le dit du matin au soir, du soir au matin. En général, les gens savent. Mais après, ils se sentent justement impuissants, dépourvus quand la bise du Covid fut venue. Ils se disent, mais que faire? La vraie question. Voilà, disons cette question, elle comporte en partie la réponse, c'est-à-dire que on vit dans une société où, du fait de la communication et du mode de communication et de réflexion des gens, finalement ne font que se heurter des idées sur des solutions.
Mais nous, on dit que les solutions n'existent que si on a d'abord posé un problème dans des conditions telles qu'on comprenne quel est le problème Alors, posé. par exemple, donnez-nous un exemple, Thierry. Oh, vous en avez... forcément, il y en a tellement que ça... Je sais, mais je sais pas, sur le Covid ou autre chose. Enfin, vous en avez dans votre livre. Le Covid, c'est un autre sujet. C'est-à-dire qu'on a manqué de moyens et de volonté. Et donc, du coup, ça n'a pas fait une bonne politique. Mais quand vous regardez, par exemple, le problème du chômage, c'est un truc un peu plus large. Oui. Tout le monde dit qu'il faut créer de l'emploi, tout le monde dit qu'il faut que les entreprises créent de l'emploi, et puis quand on dit qu'il faut qu'il y ait des gens qui soient à la tête de ces entreprises, on tombe sur la lutte des classes, c'est-à-dire que le débat en France n'est pas apaisé là-dessus. Le propriétaire d'une boîte, c'est avant tout un patron, et c'est un type qui est finalement malsain. Parce que dans la société, on ne l'accepte pas. Donc on est dans un espèce de cercle vicieux, c'est-à-dire on dit il y a du chômage, il faut créer de l'emploi, et quand on va dire il faut aider les gens à créer des entreprises qui créeront de l'emploi, alors il y a une lutte des classes qui se fait jour, et donc la moitié de la société est contre l'autre, alors que normalement ça devrait être assez consensuel. Et donc, plein de sujets comme cela sont affleurants dans la société. Oui, mais alors justement, vous parlez, alors ça c'est vrai qu'il y a ce problème évidemment social, genre les riches, salauds de riches, ou les autres disent salauds de pauvres. Ouais. Mais oui, mais l'État, le rôle de l'État là-dedans, cet État profond dont vous avez parlé. Nous, ce qu'on dit, c'est dans cette lutte des classes qui est difficile pour notre civilisation et notre pays, c'est que en fait, on vit dans un système où on oppose les hommes aux femmes, les riches aux pauvres, les blancs aux noirs, les noirs aux arabes. Enfin bon, on oppose plein de gens à plein de gens. Alors que de notre point de vue, à nous, la seule fracture sociale, et ça répond à votre question, c'est le fait qu'il y a une partie de la population qui vit dans un monde qui est protégé, sans risque, qui sont grosso modo les gens qui vivent autour de l'État ou par l'État ou avec l'État. Et puis il y a tous les gens qui sont confrontés à la mondialisation, c'est-à-dire au risque de la vie, ce qui est bien normal dans une histoire de vie. Et donc ces gens-là, ils ne sont protégés de rien et ils sont dirigés par ces gens qui n'ont pas de risque. Et donc du coup, l'écart entre le point de vue des gens protégés et le point de vue des gens qui subissent la mondialisation et la pauvreté, parce qu'il y en a quand même beaucoup, alors c'est ça qui est le sujet principal. Et donc, normalement, si la réflexion était vraiment posée, que si tout le monde réfléchissait à ça, alors c'est pas très difficile à résoudre. Mais le problème, c'est que on est dans l'émotion de la lutte des classes, qui est un truc terrible, quoi. Oui, mais attendez, c'est paradoxal, quand même. Oui, bien sûr que c'est paradoxal. Et c'est très paradoxal, puisque, regardez, enfin, en général, la lutte des classes, c'était la gauche et l'extrême gauche, enfin, depuis toujours. Regardez les scores dans les sondages, et pas seulement dans les sondages, que font la gauche aujourd'hui. On a l'impression que ce n'est plus le problème de la lutte des classes, que c'est le problème de la lutte des identités, ou des civilisations, etc. Vous avez vu tous ces sociologues qui parlent de l'archipélisation, de la partition, etc., etc. Oui, mais vous avez raison, mais tout ce monde-là est toujours il trouve d'autres sujets. C'est le mouvement woke, c'est-à-dire qu'il trouve d'autres sujets de lutte des minorités contre les majorités. Donc là, vous avez raison. Nous, ce qu'on dit, c'est que le vrai sujet de réflexion, c'est comment pousser les idées et les sujets pour que le vivre ensemble et la bienveillance des uns avec les autres puissent ressortir. Parce que c'est ça le sujet, c'est qui est bienveillant dans le système politique qui nous entoure. Est-ce que l'administration est bienveillante par rapport à la population? C'est pas sûr. Je veux dire, aujourd'hui, la puissance de l'État, la violence de l'État, elle est reconnue par tous. Là, les convois qui partent ces jours-ci, c'est avant tout une révolte contre la puissance de cet État qui, quand on regarde par exemple les taxes sur le carburant, c'est une agression physique. C'est-à-dire que c'est 2 fois plus que du temps des Gilets jaunes, ce pourquoi les Gilets jaunes exactement, c'est affreux. Je veux dire que les gens de Bercy ne comprennent pas que les gens n'en peuvent plus de payer 70% de taxes quand ils font 3 mètres en voiture, c'est d'une violence extrême. Et donc nous, ce qu'on dit, c'est que d'abord, il faut remettre de l'intelligence et de la bienveillance dans les discussions entre les citoyens. Et donc le rôle du citoyen est essentiel. Vaste programme, mais à faire, on continue avec Thierry Merle, le guide des perplexes et des égarés. Vous serez moins perplexe et moins égaré. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Alors, vous parlez de Thierry Merle, je rappelle, vous avez écrit avec André Touboul ce guide des perplexes et des égarés à l'usage du citoyen d'aujourd'hui, aux éditions Le Passeur. Vous parlez du complotisme, vous parlez de l'islamisme, etc. Et vous parlez de la communication, et vous avez intitulé ce chapitre « La communication est partout, mais elle n'est rien ». Et pourtant, tout le monde dit qu'aujourd'hui, on est dans le règne absolu et individu de la com. Oui, vous avez raison. Mais nous, ce que nous avons dit, ce que nous écrivons dans ce livre, c'est que la communication, finalement, elle ne satisfait personne. C'est-à-dire, tout le monde se plaint d'un excès de communication, de rien comprendre à ce qui se dit, qu'il n'y ait plus de réflexion. Donc nous, ce que nous disons, c'est un paradoxe, la communication. C'est-à-dire, c'est le paradoxe du fromage à trous.
Il y a énormément de fromage, d'émissions et de communication sur tous les médias. Mais comme il y a des éléments de langage qui empêchent de réfléchir et que le format est toujours très court, la réflexion est complètement absente de ce monde-là. Et donc, du coup, les gens ne comprennent pas ce qui leur arrive comme nuage d'informations. Et donc, il y en a qui essaient de résoudre le problème en apportant plus d'informations toujours, donc ils augmentent le fromage et donc ils augmentent les trous. Oui, et donc plus il y a de fromage, les informations, mais il y a les zones d'ombre. Il y a les zones d'ombre qui font qu'on ne peut pas avoir de raisonnement logique qui suivent et qui permettent de comprendre quelle est la ligne qu'on doit suivre. Et donc du coup, plus il y a de fromage, plus il y a de trous, et plus il y a de trous, moins il y a de fromage. Et donc on est dans un cercle vicieux horrible. Et celui qui l'a résolu et qu'on voit, et je ne milite pas, je fais que citer, mais celui qui a compris ça de façon intuitive, c'est Zemmour, qui a du succès parce que lui, au lieu de donner des éléments d'information, il remplit les trous. C'est-à-dire qu'il donne des raisonnements aux gens qui les comprennent parfaitement parce qu'ils sont assez simples et compréhensibles par tout le monde et surtout réels. Et donc, il n'est pas dans le monde du fantasme ou de l'imaginaire ou de l'émotion. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que les gens attendent soit les faits, soit des modes de raisonnement. Les modes de raisonnement, il faut qu'il y ait une logique pour agir tous les jours. Il faut quand même qu'on ait un moteur intellectuel qui consiste à comprendre ce qu'on a à faire et ce qu'on fait et comment on peut juger les résultats de ce qu'on fait. Enfin, c'est la moindre des choses, quoi. Et alors, votre système rationnel, et vous avez raison de souligner le rôle justement de la raison, hein. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, comme disait Boileau. Le complotisme, alors on en parle beaucoup. Alors, chacun se traite, mais là c'est devenu incroyable. Avant on disait beaucoup nazis, fascistes et autres, chacun se traitait, s'envoyait des noms d'oiseaux. Maintenant c'est vous êtes un comploteur ou vous êtes un complotiste, etc. Est-ce que c'est pas encore une fois un mot devenu une espèce de mot valise qui fait le trottoir partout? Oui, c'est exactement ça, mais nous ce qu'on dit c'est un peu différent, c'est le paradoxe du crétois. Du crétois. Allez-y, allez-y. Vous trouverez ça dans le bouquin, mais c'est pas. Donc je vais essayer de vous le résumer. Résumez-nous le paradoxe du crétois. C'est un rapport au mensonge et à la vérité. C'est-à-dire donc il y a deux personnes qui se parlent. Il y en a une qui dit à l'autre les crétois sont tous des menteurs. On ne peut pas croire ce qu'ils disent. Et d'ailleurs je le sais bien parce que moi-même je suis crétois. Donc, comme il est crétois, il est menteur. Donc, est-ce qu'il faut penser que les crétois sont menteurs ou pas menteurs? Donc, on ne sait pas s'en tirer. Et le complotisme, c'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est des gens qui s'autorisent à penser et à dire il y a un complot, je le sais. Mais par définition, les comploteurs ne disent pas ce qu'ils font, parce que sinon ce serait plus un complot. Et donc du coup, comment fait-on, quand on n'est pas complotiste, pour dire je sais qu'il y a un complot, puisque personne n'est censé le dire? Et donc, c'est un cercle vicieux. Personne ne peut comprendre vraiment quel est le complot, ni qui il fait. Et donc du coup, c'est du fantasme populaire. Et comme toutes les rumeurs, ça circule partout et il n'y a pas de concret. Et donc, c'est le proverbe arabe, il faut suivre le menteur jusqu'à sa porte. C'est-à-dire qu'il faut demander aux gens qui sont complotistes, qui disent qu'il y a des complots, il faut leur demander d'expliquer pourquoi ils le savent, comment ils le savent, et où est-ce qu'elle est leur source d'information. Et si on fait ça, il n'y a plus de complot. Il y a d'autres choses. Absolument. Et ce qui est étonnant, c'est que non seulement on ne fait pas ça, enfin beaucoup ne font pas ça, mais beaucoup entretiennent cette espèce de petite musique du complot. Bien sûr, et donc du coup, ça c'est très confortable, c'est une position de confort incroyable, parce que finalement tous les problèmes on les résout en disant il y a un complot et je le sais. Bon, donc du coup... En fait, ce que vous dites dans votre livre, Thierry Merle, ce que vous dites, c'est qu'au fond, utiliser l'esprit critique, prenez le temps de penser et de raisonner, prenez le temps de fouiller aussi, c'est ça? C'est-à-dire que nous, on pense que l'action doit être précédée quand même par la réflexion. C'est-à-dire que les solutions que tous nos hommes politiques balancent toute la journée sur tous les médias, ce sont que des solutions techniques et qui ne sont jamais précédées par une réflexion sur quel est le problème posé, quelle philosophie de vie on veut, c'est quelle vie on veut avoir, c'est comment veut-on vivre ensemble. Est-ce qu'on veut vivre dans un système de lutte des classes où tout le monde s'étripe de minorité à minorité, ou est-ce qu'on veut vivre dans une société qui est plutôt bienveillante et où on essaye de partager en commun des valeurs et des modes de vie et des choses en commun. Lutte des classes ou lutte d'identité ou lutte de civilisation, lutte de communauté. Exactement, c'est la lutte de minorité contre les minorités. Et nous, on l'a résumé par la lutte des classes, mais bien entendu, c'est beaucoup plus large que ça. Mais c'est quand même, la lutte des classes est quand même un modèle de pensée qui remonte à une époque où elle était plus justifiée parce que c'était un basculement très court dans le temps du monde agricole vers le monde industriel. Où là, il y a eu des populations entières qui ont été précipitées dans la misère et dans les villes sans logement, sans famille, sans soins, sans rien. Et donc la dureté du système était telle qu'effectivement, il y a eu des réactions politiques à ça. Mais ce moment-là est révolu. Je veux dire, on n'est plus dans la même situation, ni économique, ni technique, ni même de santé. Enfin, les choses ont tellement évolué que de notre point de vue, ces visions-là sont complètement périmées.
Et oui, sauf qu'elles ne sont peut-être pas périmées dans l'imaginaire des gens. Exactement. Et dans le réflexe des gens. Et dans la doxa, comme on dit. C'est-à-dire, c'est la doxa qui véhicule ça. Dans le discours dominant et qui a été intégré dans l'idéologie dominante, on peut dire. Et donc c'est un long combat, tout ça. Ah bah oui, moi je suis pas pressé parce que j'ai pas d'élection à tenir, parce que je ne suis pas candidat, je ne fais pas de politique. Vous êtes confortable, vous. Oui, moi je suis peinard, j'ai fait ma vie professionnelle derrière moi, je ne fais que ça fait 10 ans qu'avec André on réfléchit à ça. Et donc, on sort un bouquin de temps en temps et ça finit par faire une œuvre cohérente sur trois bouquins. Et on a des avis assez documentés qui résistent au temps en plus. Et en particulier notre phobie de cette haute administration française qui est devenue vraiment... Absolument. Pour vous, c'est quand même un des nœuds du problème, quand même. C'est pas le seul, mais l'état profond est un vrai sujet de préoccupation, parce que l'état profond est complètement déconnecté de la vie du monde. On l'a vu dans la crise du Covid. Après, il y a d'autres sujets, comme le rapport à la laïcité, qui est, à mon avis, mal vu en France. La laïcité, bien sûr, c'est indispensable, mais la laïcité, ça ne devrait exister que dans l'exercice du pouvoir. Et ça devrait, par contre, la religion est nécessaire à la vie de l'homme. Et les travaux de Carl Jung, là, il y a eu un bouquin qui est sorti il n'y a pas longtemps là-dessus, où on voit quand même que l'homme est avant tout un être religieux. Et donc faire société sans religion, c'est une utopie qui est assez dangereuse. Oui, mais alors il y a tout le problème de l'espace privé, l'espace public, et puis il y a une politisation de la religion. Bien sûr, mais c'est un des sujets, mais la politisation de la religion n'a rien à voir là-dedans. Ce que nous on dit, c'est que la vie, faire société, ça veut dire adopter une religion, parce que c'est la nature de l'homme. On dit l'homme est fait de religion. Et donc du coup, les civilisations se sont fabriquées, construites avec des hommes qui se sont réunis pour vivre ensemble et le mieux possible. Et donc, ils ont adopté des religions qui ont donné des rites, qui n'ont rien à voir avec la vie dans l'au-delà. Et le rite des religions, c'est ce qui, finalement, fait vivre les gens ensemble. Vous prenez des exemples tout bêtes. Par exemple, dans le droit du travail en France, vous avez un jour qui est sacré, on ne peut pas travailler, c'est le dimanche. Oui. Le dimanche, c'est un truc catho. Voilà, c'est comme ça. Mais quand vous avez si vous dites qu'il faut que toutes les régions soient à égalité dans le pays, alors comment va-t-on faire dans le droit du travail pour savoir si le jour férié sacré de la semaine, c'est le vendredi, le samedi ou le dimanche? Et à un moment donné, il faut qu'il y en ait un qui soit... Voilà. Et donc... ça a été... on parle du passé, on parle de 1500 ans de voilà, et donc du coup, ce que personne ne veut accepter, c'est quand même ça qui est le moteur d'une société. Quand on veut supprimer Noël, c'est un truc bizarre, quoi. Parce que Noël, c'est une fête des enfants. Donc les enfants, c'est ni politique, ni religieux, mais c'est un rite religieux. Et donc du coup, il y a une confusion entre les rites et puis la pensée philosophique profonde personnelle que chacun doit avoir avec lui-même sur sa vision de la mort, de sa propre mort, de la vision des autres, qui est effectivement très personnel. Et je crois que, écoutez, on pourrait en discuter pendant des heures. Oui, lisez ce livre. Non, c'est vrai, c'est très, je dirais, pédagogique au très bon sens du terme. Et par exemple, quand vous dites inceste interdit majeur commis le plus souvent sur le mineur, vous voyez, il y a un côté humour aussi dans ce livre qu'il ne faut pas négliger. Merci Thierry Merle, et encore une fois, lisez-le, vous serez un peu moins égaré, un peu moins perplexe, mais ça ne vous donnera absolument pas de consigne de vote, on vous promet. Ah non, ça c'est sûr. Je rappelle le titre de votre livre, Guide des perplexes et des égarés à l'usage du citoyen d'aujourd'hui, aux éditions du Passeur. Et puis je rappelle à tous nos auditeurs que nous serons à Arles mercredi prochain. Pour ceux qui veulent nous rejoindre, vous appelez le 0826 300 300. Et dans un instant, André Berkoff, vous êtes avec Céline Alonso et vous allez parler d'Albert Camus et de la guerre d'Algérie.